Bonjour à tous, l'équipe de paléoenligne.fr est heureuse de vous accueillir en compagnie de Gérard Quay pour continuer l'analyse de ce contrat d'ascens du Puy-de-Dôme daté de 1564. La seconde ligne débute par le terme de fils. Ici, notez que le F dispose d'une barre centrale, ce qui permet de distinguer cette lettre du S long. La barre sert d'ailleurs de base pour se lier au jambage du I non pointé qui suit. Comme dans le H d'Antoine à la ligne précédente, le L ne comporte pas de boucle et se réduit à un simple trait dédoublé. Comme c'est souvent le cas, le Z remplace ici un S pour exprimer le pluriel. Cette variante orthographique est donc des plus classiques. D'une graphie gothique, cette lettre ressemble ici fortement au chiffre 3 chutant sous la ligne d'écriture. L'article 2 subit d'importantes modifications. C'est assez logique puisqu'il revient continuellement dans les actes anciens. Ainsi, on note que le D gothique est tracé d'un seul trait de plume et forme une large boucle dans sa partie supérieure. La fin de cette boucle permet d'esquisser la panse du E à aigrette au niveau de la ligne d'écriture. L'aigrette très prononcée se confond d'ailleurs dans la boucle du D. Le F initial de feu est assez proche de celui de fils. Il est suivi d'un E à aigrette tracé en deux traits de plume et dont l'aigrette sert de base pour les deux jambages qui suivent afin de former un U. Prenez garde, comme vous pouvez l'observer avec le N d'Antoine à la ligne précédente, ce clair ne fait pas de véritable distinction dans le tracé de ces lettres à jambage N et U. Encore une fois, le sens de la phrase est une aide précieuse pour éviter toute erreur d'interprétation. Estienne, le prénom qui suit, se compose d'un E à aigrette initiale dont l'aigrette sert de base pour une ligature avec le S long à crosse. Comme dans établi, à la ligne précédente, la crosse du S sert de base pour une ligature par le haut avec la haste du T. De même, la barre sert aussi pour lier la lettre avec le jambage du I qui, cette fois, est pointé. La fin du prénom ne comporte pas de difficulté de lecture particulière, mis à part peut-être le E terminal dont l'aigrette se prolonge, comme dans le patronyme Labrousse à la fin de la ligne précédente. Le métier de laboureur est intéressant, puisque l'auteur trace d'abord un L majuscule, les lettres A, B, O, U, R sont ensuite tracées d'un seul trait de plume. Notez que le B suit la même logique que celui d'établi ligne 1, la lettre U celle de feu et le R celle de la ligature ER dans personnellement. Le O bien fermé ne doit pas être confondu avec un R bouclé et invite à la méfiance. L'article 2 qui suit est tracé de manière différente de celui que nous avons rencontré au début de la ligne. Ainsi, celui-ci est tracé en deux traits de plume, mais cette fois il s'agit de ce que l'on appelle un D à rebroussement. S'ensuit un E terminal dont l'aigrette se prolonge. On rencontrera cette graphie de l'article 2 à plusieurs reprises dans ce texte. Il convient donc de bien la photographier mentalement. Situé à 16 km de Maringues à vol d'oiseau, le village de Mons est entouré d'un paysage de plaine. Dans le texte, le toponyme ne porte pas de majuscule en position initiale. Il s'agit bien d'un M minuscule dont le premier jambage chute sous la ligne d'écriture. Comme la lettre N, il s'agit d'une caractéristique que l'on rencontre très régulièrement. En position terminale, on rencontre ici un S terminal à double aigrette. Cette graphie si particulière est souvent déroutante pour les débutants et il ne faudrait pas la confondre avec un A ou un E. Le pronom relatif lequel est surtout intéressant dans sa partie finale, comme en témoigne la ligature E à aigrette et L. En position terminale, la haste est réduite à sa plus simple expression et se prolonge fortement le long de la ligne d'écriture. L'idée est bel et bien de justifier le texte en bout de ligne. Pour la deuxième ligne, nous obtenons donc fils de feu Estienne, laboureur de Mons, lequel. La troisième ligne débute par un article 2 très proche de celui que nous avons rencontré à la ligne du dessus. L'adjectif possessif son est intéressant à bien des égards. Celui-ci débute par un S long à crosse, dont la crosse sert justement de base pour la ligature avec le O qui suit. Cette dernière lettre répond à la même logique que laboureur à la ligne précédente. Observez attentivement le N. En position terminale, cette lettre peut voir son second et dernier jambage chuter sous la ligne d'écriture.
La formation d'une boucle permet une ligature intempestive avec le terme bon qui suit. L'auteur trace alors un B qui suit une logique identique à celui d'établi, ligne 1, ou laboureur, ligne 2. Le O qui suit est incomplètement fermé en raison de la cursivité de l'écriture et le N terminal voit son jambage chuter à nouveau sous la ligne d'écriture, mais cette fois de manière assez minimaliste. Le mot grès possède un R gothique classique et anguleux formant une sorte de zigzag. La conjonction de coordination et que l'on rencontre ensuite ne pose pas de problème de lecture. Le T terminal est ici tracé de la même manière que personnellement, voire Antoine, à la ligne 1. Volonté présente une variante orthographique. Tout à fait banale, il convient de la maintenir dans votre transcription. En position initiale, le V présente un développement important de son premier jambage. Il convient alors de ne pas confondre cette lettre avec un B. Une difficulté se présente ensuite avec la succession de jambages UN. Encore une fois, il convient de les compter et de se fier au sens de la phrase pour éviter toute erreur d'interprétation. Le terme confesse débute par un C majuscule de type gothique. Cette lettre est ici manifestement fractionnée en 2 traits de plume dont la partie supérieure forme une boucle qu'il ne faudrait pas confondre avec un signe abréviatif. Enfin, le double S n'est pas sans rappeler celui du patronyme Labrousse à la fin de la première ligne et le E terminal voit son aigrette se prolonger. Le verbe tenir commence par un T dont la lecture peut être gênée en raison d'une tache résultant de la transparence du support. La graphie de cette lettre rappelle nettement celle d'établi à la première ligne. S'ensuit une ligature entre le E à aigrette, le N, le I et le R anguleux terminal. La lecture est ici facilitée en raison de la présence d'un pointage. Le signe que l'on rencontre par la suite est ce que les paléographes appellent une note tyrrhonienne. Héritées de l'Empire romain, elles tiennent leur nom de Tyron, le secrétaire de Cicéron. Dans le cas présent, nous avons affaire à une abréviation très usitée dans les manuscrits et qui renvoie à la conjonction de coordination « et ». Il faut aussi relever que, comme souvent, la note tyrrhonienne est liée avec la hampe, c'est-à-dire la partie saillante sous la ligne d'écriture, du P qui suit. Cette lettre est d'ailleurs tracée en 2 traits de plume, le second trait arrondi permettant de former la panse. En position terminale, notez la ligature tout à fait classique du E à aigrette et R à boucle. Ainsi, l'aigrette sert de base pour la ligature avec le R terminal. Attention d'ailleurs à ne pas le confondre avec un O incomplètement fermé. Il convient d'intégrer mentalement cette ligature que l'on rencontre perpétuellement dans les actes de cette époque. Pour la 3e ligne, nous obtenons donc de son bon gré et volonté, confesse, tenir et porter. Encore une fois, on ne saurait trop remercier Gérard Quay pour sa participation précieuse à cette vidéo. Si vous aussi vous voulez apprendre à déchiffrer ce genre de manuscrit, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.